Agressions sexuelles, viols, infanticide, disparitions inquiétantes, les faits divers sont partout, dans la presse, à la télévision, sur les réseaux sociaux, dans les séries. Mais alors, pourquoi écrire sur les faits divers? Pas seulement parce que ça fait vendre du papier, parce que l'audience est bonne, qu'il y a un public, soi-disant. Les faits divers racontent quelque chose de notre société, sur ce qui cloche, sur ceux et celles qui sont parfois mis de côté, maltraités, voire oubliés. Nous réfléchissons à toutes ces questions ce midi dans le club de lecture de France Culture grâce à une enquête journalistique et à un roman. Leurs autrices sont dans ce studio, elles nous rejoignent dans un instant, accompagnées par les lectrices du Book Club. Ce que j'ai aimé, c'est que l'autrice, elle ne surfe pas du tout sur cette mode actuelle qui est de retracer le parcours d'un criminel, mais qu'elle s'intéresse avant tout aux victimes. France Culture, le Book Club, Nicolas Herbeau. Et ce midi, c'est Charlotte et Nguyen, lectrice du Book Club, qui nous accompagnent et qu'on retrouvera tout au long de l'émission. Bonjour Alice Géraud. Bonjour. Vous êtes journaliste indépendante, scénariste de fiction. Vous avez longtemps travaillé au quotidien Libération et vous avez cofondé et dirigé aussi la rédaction du site d'information Les Jours. Vous publiez aujourd'hui Sambre, radioscopie d'un fait divers qui paraît aux éditions Jean-Claude Lattès. Vous venez d'ailleurs de recevoir pour ce récit le prix Polar et Justice au Festival international Quai du Polar. C'était ce week-end à Lyon et votre livre a été salué par le prix du livre 2023 aux Assises du journalisme. C'était il y a quelques jours à Tours. C'est un ami journaliste qui vous signale cette affaire du violeur de la Sambre en 2018. Et vous dites, à ce moment-là, j'ai conservé de mes années passées à Libération un intérêt particulier pour le fait divers. C'est quoi cet intérêt particulier ? C'est un double intérêt qui est effectivement hérité de mes années à Libération parce que j'ai couvert un certain nombre de faits divers pour Libération. Je ne l'aurais peut-être pas fait avec autant de goût pour d'autres médias ou d'autres journaux parce que il y avait, me semble-t-il, à Libération, deux choses autour du fait divers. L'idée que on s'y intéressait s'il racontait quelque chose de notre société ou de nous, voilà, qu'il a. Et l'autre chose qui est certainement corrélaire, c'est un certain intérêt pour la manière de raconter le fait divers et de construire du récit par le fait divers et autour du fait divers. Donc, c'est effectivement cet héritage-là que j'ai amené avec moi. Votre ami qui vous dit « intéresse-toi à cette affaire, je suis sûr qu'elle va t'intéresser », c'est aussi parce qu'il vous étiquette un petit peu comme fait diversier. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui vous gêne? Ou est-ce que vous vous dites « j'ai eu cette expérience d'écrire, de couvrir ces événements, ces faits d'actualité, et je l'utilise là pour écrire ce livre » ? Non, je pense que c'était plus pervers que ça. Il y a un truc sordide dans le Nord, ça va t'intéresser, mais c'est pas. Voilà, moi j'y suis allée effectivement à cette histoire, je l'ai découvert comme un fait divers. C'est-à-dire, peut-être que je trouve c'est toujours intéressant de se mettre d'accord un peu sur la notion de fait divers, parce qu'il en existe de multiples définitions. Pour moi, basiquement, c'est un fait criminel de nature exceptionnelle. Et là, en l'occurrence, un homme a été arrêté dans le nord de la France, dans la région de la Sambre. Donc la Sambre, c'est le sud du département du Nord. C'est la région de Maubeuge. C'est une région assez isolée vers la Belgique et assez sinistrée économiquement. Et donc un homme a été arrêté et il est soupçonné d'avoir agressé sexuellement et violé des dizaines et des dizaines de femmes pendant 30 ans, le matin, sur le trajet entre son domicile et son travail, donc sur une route qui longe la rivière la Sambre, d'où le titre du livre. Et son nom de fait divers, lui, le violeur de la Sambre. Et je m'y intéresse parce que cette histoire a quelque chose dans ses dimensions de monstrueux et d'incohérent, en fait, puisque je ne comprends pas comment c'est possible. Et donc, effectivement, je m'approche de cette histoire par le fait divers en essayant de comprendre ses dimensions
incohérente et savoir comment c'est possible. Et justement, on se rend compte que là aussi, c'est assez extraordinaire au sens premier du terme. Pour réfléchir justement à ce qu'est un fait divers, comment on l'écrit, comment on le raconte, nous avons convié Dali Farah. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur de littérature et de philosophie en classe préparatoire à Thiers, mais aussi romancière puisque vous publiez ce 3e roman intitulé Retrouver Fiona, publié aux éditions Grasset. Des romans que vous situez à chaque fois à Clermont-Ferrand, dans sa région, la région des volcans du Puy-de-Dôme. C'est là que vous avez grandi. Est-ce que c'est cette proximité géographique qui est le point de départ, votre premier lien avec le fait divers qui concerne une petite fille qui s'appelle Fiona? Oui, tout à fait. J'habite tout près du parc où elle avait été déclarée disparue, donc le parc Montjusé. Et l'affaire m'est arrivée comme n'importe qui, en fait, au départ d'ailleurs du livre. Et puis au départ, surtout, j'appartiens à la foule de Clermontois qui entendent les hélicoptères, un bruit inhabituel. Et l'inédit crée l'extraordinaire, ce que tu disais tout de suite. Et cet inédit-là a attiré mon attention. Sauf que cet inédit a résonné beaucoup plus profondément que je ne pensais. Au départ, je m'intéresse qu'à l'impact, je suis l'affaire comme n'importe qui. Et ça va durer très longtemps, puisque vous avez mis 9 ans à écrire ce roman, et on va voir comment vous l'avez écrit. On va d'abord écouter Nguyen, c'est notre lectrice, l'une des lectrices du jour. Elle a lu votre roman, Retrouver Fiona, Dali Farah. Voici ce qu'elle en a retenu. Chaque fait divers médiatisé devrait être l'occasion de faire progresser notre société, afin de ne pas conforter un public parfait dans ses certitudes sur les monstres criminels qui viennent nécessairement d'une autre planète. Voilà pourquoi j'ai adoré le livre de Dali Farah, Retrouver Fiona. Elle abolit la distance, elle nous emmène au plus près des protagonistes, au point qu'on a l'impression de les avoir déjà côtoyés. Elle nous apprend leur passé, leurs enfances, leurs histoires familiales, cauchemardesques, aidée en cela par le fait que sa propre famille, son enfance cabossée, ses souffrances font écho avec l'histoire tragique de Fiona. À partir du moment où elle entend tournoyer les hélicoptères, elle va nous faire revivre toute l'affaire de l'intérieur. Dans ce livre, elle nous pose sans arrêt des questions. Comment peut-on faire autant de mal à ses propres enfants dont on ne veut surtout pas être séparé? Pourquoi? Quelle part d'amour y a-t-il dans ces tragédies? Quel scénario se répète? Quelle souffrance originelle essaye-t-elle de se dire? Pourquoi personne ne voit jamais les enfants battus, cabossés, blafards, qui titubent devant les caméras de surveillance? On est tous concernés quand un enfant disparaît. On est tous coupables, témoins, parents, absents, impliqués, aveugles, enquêteurs, magistrats, assistantes sociales, professeurs. Le crime se passe toujours au bout de notre rue. Les hélicoptères tournent au-dessus de nos têtes. Pour en finir avec la peur, le refoulement, la lâcheté qui pousse à continuer de ne pas voir, pas comprendre, pas agir, il faut répondre aux questions de Dali Farah et du fantôme de Fiona. Dali Farah, vous racontez donc ce fait divers, cette petite fille de 5 ans, Fiona, qui disparaît le 13 mai 2013, un fait divers qui va rapidement accuser les parents de la petite fille, du moins la mère et son compagnon de l'époque. Comment vous décidez de vous approprier ce fait divers en littérature ? En fait, c'est pareil, ça s'est fait malgré moi. J'ai écrit beaucoup, peut-être une quinzaine de romans durant cette période-là. Et au départ, c'était un arrière-plan. Et c'est devenu central. C'est une enquête littéraire. Et c'est une enquête littéraire pour retrouver ce socle. Ce que je découvre à la toute fin, c'est que les violences faites aux enfants, c'est le socle de toutes les autres violences. Et l'enquête est littéraire parce qu'elle va essayer de combler les récits manquants. Elle va essayer, moi, j'ai interviewé personne. J'ai travaillé à partir de ce que j'ai entendu, observé. Et je comprends aussi que le fait divers, en fait, on parle de fait divers quand il s'agit des faibles et on parle de tragédie quand il s'agit des puissants. Mais Fiona, en fait, elle meurt de manière tragique. C'est aussi une tragédie. Et j'avais envie de traiter de manière romanesque et donc tragique, au même titre que, on peut le dire, dans une littérature, par exemple, du XVIIe siècle, etc. J'avais envie d'avoir cette approche-là. Et ça s'est fait, en fait, sans que je le décide. Vous dites, je me suis anormalement attaché à cette histoire. Alors, ce qu'a dit très bien la lectrice, c'est qu'il y a des échos. Mais c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, Alice, que j'ai fini son livre tout à l'heure. Et la toute fin, en fait, crée le point de convergence entre elle et moi. Elle fait une enquête journalistique de haut niveau, où elle travaille l'agression de manière saturée. C'est pas mon cas. Moi, je travaille en amont, sur la généalogie. Mais on se rejoint toutes les deux. En plus, je vois qu'elle est née à Clermont-Ferrand aussi. Donc, il y a quelque chose qui se fait comme ça de manière assez puissante. Et l'un de ces personnages s'appelle Dalila. C'est mon nom, c'est mon vrai prénom. Donc qu'est-ce qui résonne? C'est notre propre histoire de fille.
qu'est-ce qui résonne? C'est notre histoire de femme. Et qu'est-ce qui résonne surtout? C'est notre geste d'écriture. Et le sien, c'est une enquêtrice de talent qui a travaillé dans des grands journaux. Moi, je suis quoi? Je suis une scribouilleuse qui essaie d'enquêter par la littérature. Vous avez réussi à trouver votre place dans ce fait divers. C'est une question importante, la place, quand on couvre un fait divers en tant que journaliste ou quand on s'intéresse à un fait divers en tant que romancière. Quelle distance je mets par rapport à ce qui se passe aussi? Bien, c'est peut-être étrange pour moi, en tout cas, c'était d'avoir la plus grande cruauté envers moi-même, de n'avoir aucune complaisance avec les vérités que j'allais découvrir. Des vérités aussi qui vous renvoient, et vous le dites, à ce que vous avez pu vivre, vous, en tant que petite fille? Oui, je découvre en fait que je n'ai pas à prouver mon innocence et que personne n'a à le faire. Qu'il existe un espace qui s'appelle l'enfance nue, comme dit Piala, et ça, c'est le lieu de l'innocence. Et ça, on n'a pas à le prouver. Et c'est bête, mais c'est une forme de puissance que j'avais pas mesurée jusqu'à il y a quelque temps. Vous dites, ce livre est un parcours pour moi aussi. Pour parler d'eux, il fallait que j'avance moi aussi. Il y a un travail comme ça en parallèle. Oui, c'est aussi le geste d'honnêteté dont je parlais tout à l'heure d'Ali Géraud, de dire, voilà, je dois être honnête. Ça a été sur 10 ans. Sur 10 ans, il arrive plein de choses. Tu l'écris dans ton roman, on voit toutes les victimes qui évoluent, certaines se marient, ont des enfants, etc. Et on voit notamment la force tutélaire de la peur, dont je parle plutôt dans mon précédent roman, Le Doigt. Cette force tutélaire, je l'appelle une amie imaginaire. Tolstoï dit qu'elle est blanche et carrée. C'est quelque chose dans lequel on se réfugie. La peur devient en fait ton compagnon, ta compagne toute ta vie. Et l'écriture a permis déjà de le voir, ça c'était dans mon deuxième roman, et ici de pouvoir destituer la peur et destituer ceux qui ont commis le mal en reconnaissant son innocence. Donc c'est tout un cheminement qui a été à la fois individuel, aussi féminin, féministe et bien sûr littéraire. Alice Géraud, la place de la journaliste que vous êtes quand vous travaillez comme ça sur un fait divers, sur 3 décennies de ces viols qui sont donc dans cette région de la Sambre, près de Maubeuge. Comment vous trouvez votre place dans ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire dans le récit de ces femmes que vous allez rechercher, relire, retravailler, dans le procès également? Quelle est votre place? Quelle est la distance que vous mettez? La place, elle change. Je pense que mon réflexe de journaliste, c'est un réflexe au début de me mettre à distance, d'essayer de tenir une distance, parce que je sais qu'on peut se faire happer, particulièrement sur un récit comme celui-ci, sur des violences sexuelles, où voilà, on a nos propres émotions, en fait, qui peuvent nous aspirer dans cette histoire. Donc il y a une... Moi, j'ai tendance à vouloir mettre une distance à la fois dans la récolte de l'information pour pouvoir avoir la sérénité pour la récolter ces témoignages, m'intéresser à ces femmes, en fait m'extraire un peu de moi-même pour me tourner vers elles. Puis après, le travail, il est un peu multidimensionnel. Vous le disiez, c'est sur 3 décennies. Donc, il y a aussi un travail d'archives, un travail... pour lutter contre les mémoires qui s'effritent, toutes ces choses-là. Et puis après, dans la construction du récit, c'est un peu pareil, mais après, c'est plus une question de goût. Moi, dans la construction du récit, j'ai pas du récit journalistique. Je suis pas très attachée à la place de la première personne et du jeu, en tout cas de la place de l'enquêtrice dans le récit. J'aime bien les récits cousus sans couture apparente, mais par la force des choses, au bout de plusieurs années d'enquête, il se trouve qu'on fait partie de cette histoire-là. On développe évidemment une empathie auprès de ces femmes. Et petit à petit, quand j'en ai eu fini de reconstituer le passé, j'ai vécu avec elles la fin de l'instruction, le procès. Et effectivement, au moment où je rentre dans la salle de la cour d'assises de Douai, donc c'est il y a seulement 6 mois en fait que cet homme est jugé, effectivement, je suis plus qu'un tout petit peu journaliste là. Et donc, ça se retranscrit aussi dans le récit où le jeu va finir par prendre sa place. Et puis après, comme le dit Dali, on est rattrapé. Peut-être on assume plutôt l'écho personnel et peut-être qui vient nous expliquer, enfin moi qui est venu m'expliquer pourquoi j'écrivais cette histoire. Dali Farah, vous dites qu'elle fait partie que vous aussi vous faites partie de cette histoire quand vous allez assister au procès, parce que vous avez dit que vous n'avez pas interrogé, interviewé de personnes, mais vous avez vous aussi participé en quelque
quelque sorte à cette histoire judiciaire. Oui, tout à fait. J'ai assisté à plusieurs procès et ce qui se passe sur le dernier procès à Lyon en 2020 est un peu vertigineux. J'apprends en fait que l'enfant que portait Cécile Bourgeon au moment de la disparition de Fiona, qui était confié à une famille d'accueil, j'apprends en fait qu'il a subi des violences. Et je sais pas, il y a quelque chose qui se casse. Et puis, j'avais une forme d'impartialité aussi très distante. Moi, j'ai une écriture qui est clinique. J'essaie effectivement de ne pas... j'ai un jeu, mais j'essaie d'être honnête avec ce jeu. Un jeu JE, pardon. Et lors de ce second procès, en fait, j'apprends ça. Et puis, deuxième chose, j'apprends le prénom de la petite fille, parce qu'entre-temps, Cécile Bourgeon est sortie de prison. Elle a eu un autre enfant. Et le prénom en arabe, je le comprends tout de suite. Les autres ne comprennent pas. Moi, je comprends un peu, je vérifie, et puis je comprends, même si j'ai modifié les prénoms ici, j'essaie de trouver quelque chose de similaire, ça veut dire la protéger. Et là, je dis, mais de qui veut-elle protéger sa fille, sinon d'elle ? Et ça, c'est un second vertige, et c'est là que je comprends que, certes, il y a des serial killers, mais comme tu le dis, il y en a très peu. Par contre, il y a des serial victimes. Et c'est ça, surtout, qui est la grande découverte et le vertige dont il faut s'occuper. Et retrouver Fiona, c'est la retrouver au milieu de cette légion-là, où je suis... où je peux dire, voilà, d'autres sont. Voilà. Et je comprends que l'enfance n'aime pas les enfants. Et ma place va complètement changer parce que je vais me mettre à aider l'avocat du père de Fiona, à lui envoyer des messages. Et le truc qui est un peu fou, c'est que pour s'appeler Douari, il va m'appeler très longuement. Je vais donc, moi, écrivaine, qui n'a vu personne, qui n'a fait qu'observer, analyser et penser tout ça, je vais aider dans le réel, donc un avocat, en lui lisant des parties de mon roman. Ce qui est intéressant dans ce que vous dites, et avant de rentrer dans le récit que vous faites à Lisero, c'est aussi les réactions que provoquent les faits divers. On dit qu'il y a une forme de fascination, il y a une forme, comment dire, un public pour ces faits divers. Comme là, vous venez de nous le dire, il y a aussi des internautes aujourd'hui qui mènent l'enquête. On l'a vu récemment, qui veulent aussi désigner les coupables. Vous écrivez d'Ali Farah, la misère parentale innocente du printemps est devenue une misère coupable à l'automne, la colère et la peine élaborent des explications. Il y a un coupable pour les coups, c'est l'arabe toxicomane, et une surcoupable pour la mort, c'est la mère menteuse. La mort de l'enfant est un déséquilibre que chacun entend rétablir. Chacun se sent concerné. Oui, c'est quelque chose aussi au départ sur lequel j'avais travaillé vraiment, c'est l'impact. Au départ, je ne pensais pas du tout rentrer dans le fait lui-même. C'était l'impact. Pourquoi est-ce que les gens réagissent comme ça? Certains pleurent, on fait les battus. Certains disent, par exemple, c'est comme si on avait tué ma propre fille, ce qui est factuellement faux, Dieu merci. Et donc, est étrange les réactions. Et ça m'a beaucoup perturbée, en fait. Mais bizarrement, avec le livre, c'est l'effet inverse, en fait. D'écrire un livre sur un infanticide met la suspicion sur l'écrivaine et sur le livre. Mais est-ce que ce livre, est-ce que ça serait pas... Et ça, c'est la chose qui m'étonne aujourd'hui. L'idée d'obsession un peu qui revient. Je disais tout à l'heure, je parlais à Myriam, mon attachée de presse, et je lui disais, moi, je ne m'intéresse pas à la violence. C'est la violence qui ne me lâche pas, en fait. En fait, parce que, justement, des faits de violence, j'en ai connu jusqu'à l'année dernière. Donc, un autre fait, quand tu le dis bien, il y a un personnage qui s'appelle Dalila, vraiment, ça m'a vraiment fait bizarre, parce que quand elle va plaider, quand elle dépose, tu racontes comment on dit, il y en a eu des pervers dans votre vie, comme si la victime, la serial victime, parce que quand tu commences dès l'enfance, tu peux faire carrière là-dedans, sans le désirer, excusez-moi de l'humour noir, eh bien, ça c'est quelque chose que je ne mesurais pas. Et oui, l'impact, en fait, modifie les affects de tout le monde. Alice Giraud, vous dites dans Sambre, vous êtes très clair sur votre démarche, le sort réservé à ces femmes sera l'objet de ce livre. Vous les placez au centre de votre récit. Oui, je les ai placés au centre de mon récit parce que c'était mon sujet, en fait. Quand j'ai commencé à m'intéresser à ce fait divers, auquel je mets moult guillemets sur l'expression, j'ai compris en écoutant ces femmes qu'elles avaient un point commun au-delà de l'agression et du viol qui était évidemment très ressemblant puisqu'il s'agit d'un criminel en série, donc il agit de manière très répétitive et ritualisée.
c'est qu'elles avaient tout en commun de s'être senties, et pas seulement senties d'ailleurs, pas écoutées, voire pas crues, maltraitées par l'institution policière et judiciaire, mais plus globalement par la société. Et j'ai eu envie, je me suis dit, je vais raconter cette histoire pour voir ce qu'elle nous raconte du traitement des victimes de viols depuis la fin des années 80, puisque les faits connus remontent à là, jusqu'à notre ère qu'on appelle l'ère MeToo. Et voilà, pour voir ce que ça raconte aussi de nos évolutions. Donc j'avais un sujet, en fait, j'avais une question. J'imaginais pas l'ampleur, en fait, de la réponse, mais j'avais une question, effectivement. Et peut-être vous n'imaginiez pas la réception des lectrices. On va écouter Charlotte qui a lu votre récit. Sambre, ce n'est pas l'histoire d'un violeur, mais celle des victimes d'un violeur. Ce que j'ai aimé, c'est que l'autrice, elle ne surfe pas du tout sur cette mode actuelle qui est de retracer le parcours d'un criminel, mais qu'elle s'intéresse avant tout aux victimes. Finalement, le violeur n'occupe qu'une petite partie du livre. Alice Géraud, elle nous raconte la vie brisée de ces femmes, depuis le jour de leur agression jusqu'au procès, et elle insiste particulièrement sur la façon dont leur témoignage a été recueilli. Et en lisant ça, page après page, je me disais, mais comment est-ce que c'est possible? Comment est-ce qu'on a pu être aussi maltraitant avec ces femmes qui ont subi des agressions? Comment est-ce qu'on a pu laisser un homme agir en toute impunité pendant si longtemps alors qu'il sévissait sur un minuscule territoire et qu'il utilisait systématiquement le même mode opératoire? Ce qui m'a marqué et mise particulièrement en colère, c'est la minimisation de ce que ces femmes ont vécu. Leur viol est souvent requalifié en agression sexuelle, ou alors l'agression sexuelle devient des attouchements. Donc en plus de subir un traumatisme physique et psychologique à cause de leur viol, ces femmes font face au mépris des institutions qui sont censées les protéger. Ce livre fait vraiment prendre conscience de l'importance du féminisme dans nos sociétés actuelles parce qu'il a libéré la parole des femmes et il a permis une meilleure prise en charge des violences sexuelles. Pour finir, j'avais une question pour Alice Géraud. Dans un contexte post-MeToo, est-ce que vous pensez qu'une affaire de cette ampleur pourrait encore avoir lieu? Je réponds à la question, donc. S'il vous plaît. Oui, elle pourrait avoir lieu et en même temps, d'abord, il y a des progrès techniques de la police, tout simplement, et de l'informatisation qui font qu'on recoupe mieux les informations, qu'on a de l'ADN et des fichiers ADN. Et donc, il y a une évolution technique qui fait que ça rend plus compliqué une histoire d'une telle ampleur. Et puis, l'autre chose, qui est, à mon avis, qu'effectivement, une révolution est enclenchée depuis quelques années, et même si le chemin est encore très long, et d'ailleurs, j'ouvre le livre sur une scène de 2022 à dessein pour montrer que... Terrifiante, cette scène. Pardon, Voilà, mais c'est une forme de maltraitance non intentionnelle et extrêmement violente. En un mot, dites-le. En fait, j'ouvre le livre sur une scène donc, qui a eu lieu à la cour d'assises. C'est une femme de 75 ans qui est assez malade et une des victimes qui s'avance à la barre et à qui on n'a pas vraiment expliqué où elle était, et donc elle ne comprend pas. Enfin, si on a eu la chance de ne jamais mettre les pieds dans une cour d'assises, normalement, on ne comprend pas bien tout ce folklore, et c'est très codifié. Et donc, le président, sans aucune malveillance, je crois sincèrement, lui lit son procès-verbal de l'époque, donc il date de 1991. Donc, il y a un récit qui est écrit en langage policier avec ces individus qui se déplacent pédestrement, c'est en tenue bourgeoise, enfin, ces choses comme ça, des très... désincarnée, ouais. Et qui ne reflète absolument pas ce qu'elle a vécu, elle. Et cette femme, elle est dans cette salle, il y a son fils qui est derrière. Elle n'en a jamais parlé. Donc, on voit la charge, enfin, le moment important de sa vie qui se joue là. Elle est à quelques mètres de l'homme qui a essayé de la violer. Et le président lui dit, mais je lis là, et là, ce que vous me racontez là, c'est pas la même chose. Alors, madame, quelle est la bonne version? Et cette dame se met à trembler de tout son frêle corps. Elle était toute petite, je sais pas, elle mesurait peut-être 1m40, et elle se tourne vers son avocate et elle lui dit, alors, mais c'est moi l'accusée, c'est moi la coupable? Est-ce que je mens? Est-ce que j'ai menti? Voilà, et le président ne l'entend pas, et on s'entend, c'est une grande salle, et il lui dit, alors, madame, je répète ma question. Et elle sort de la salle d'audience comme elle peut, avec sa canne, en pleurant et en disant, je ne suis pas une menteuse, je ne suis pas une menteuse. Et cette scène, moi, m'a glacée. Et là, quand j'en parle, je suis encore glacée. Et donc là, c'est en 2022, et donc ça veut bien dire qu'on n'a pas encore, on n'a pas toujours pris la mesure en fait de ce que le viol fait sur la vie des femmes. Et
Et parfois, l'institution, en l'occurrence là, il s'agit de l'institution judiciaire, ne mesure pas ce que peut être une forme de maltraitance peu bureaucratique ou voilà, quelque chose comme ça qui fait que... Procédural, enfin de Procédural, ouais. oui. Il y a un décalage entre la charge émotionnelle et je sais pas comment on dit, traumatologique pour la victime et faire effectivement de neutralité ouais, un peu bureaucratique. Voilà, et ça crée de la violence, ce frottement-là. Oui, mais Très justement, différent. moi, ce début, je trouve, il est d'une grande beauté. Et je trouve ça, enfin, j'adore le début et la fin qui redonnent, enfin, qui ont deux souffles différents dans ton livre. Et c'est étonnant parce que j'ai écrit aussi, je me dis, mais c'est bizarre, c'est comme moi. J'ai un chapitre aussi sur une frêle jeune fille, une toxico. Et ça, je tenais à le dire aussi, parce que moi, j'ai beaucoup apprécié, parce qu'on a étudié le fait divers différemment. Dans le livre Sambre, c'est le fait juridique, le fait policier, qui est vraiment bien traité, parce que c'est vrai, on ne parle pas de l'agresseur, on parle de toutes ces agressions. Et cette espèce d'effet de saturation, ça m'a vraiment donné le vertige, et je trouve que ça démontre, sans grand discours en fait. Et par rapport aux victimes, une chose que j'ai fait lien entre nos deux expériences, il y a la projection qu'on fait sur les victimes, parce qu'il y a toujours les bonnes victimes et les moins bonnes victimes. Tu montres bien comment, par exemple, la directrice d'école, tout à coup, son viol à elle va avoir une certaine qualité, et de la même manière que la toxico dont je parle, là, on lui dit oui, mais en fait, on l'a fait venir pour parler des drogues. Et ça ricane dans le prétoire, ça ricane de partout. Moi, je comprends pas pourquoi. Et à un moment donné, elle dit ouais, mais c'est le Berkan Makhlouf dit ouais, mais toi, tu dealais de l'héroïne. Et là, elle craque et elle dit qu'elle a de ses analyses et qu'elle est clean et qu'elle a été violée de ses 2 ans à ses 14 ans par son propre père. L'héroïne, c'est pour ça, elle dit. Et là, il y a rien. Je me dis, mais il va y avoir se passer un truc, la terre va s'ouvrir, on va hurler, on va la défendre, on va la prendre dans nos bras, on va faire quelque chose. Là, je suis plus écrivaine, là, je pleure, je sais pas quoi dire, j'arrive plus à prendre de notes. Et vous savez quoi ? On lui demande de dire vraiment ça fait telle drogue. Personne ne relève son aveu, personne ne relève la fille, c'est qu'une pauvre toxico, et on s'en fiche. Et ça, je vous assure, ce truc-là, c'était quelque chose. Ça fait partie de ces dysfonctionnements. Je disais en ouverture de l'émission, pourquoi écrire sur le fait divers ? C'est aussi pour montrer, mettre au jour ces dysfonctionnements, Alice Géraud, de la police, d'abord, pour écouter la parole des victimes. Oui, mais le dysfonctionnement de la police, alors on peut parler d'incompétence, on peut parler de misogynie, on peut parler de sexisme sans aucun problème. Mais je crois vraiment que c'est un miroir très grossissant en fait du regard que notre société porte sur le viol, la police. Grossissant et déformant parce qu'effectivement, surtout là, dans le petit commissariat de campagne, dans la fin des années 80, on est dans une atmosphère 100% masculine et viriliste et puis sexiste très clairement, mais c'est pas seulement ça, c'est vraiment moi il y a autre chose, c'est aussi la question du silence en fait qui entoure en fait, on parlait de l'écho. Moi, j'ai adoré dans le livre de Dali la manière dont elle raconte l'écho de ce crime, et parfois un écho trop fort. L'écho collectif, c'est assez dur à rendre, effectivement, surtout à travers les commentaires d'Internet, etc. Et là, c'est assez beau. On sent vraiment la manière dont la foule s'empare de cette histoire. Et dans Sambre, c'est exactement l'inverse, c'est-à-dire que personne ne s'en empare parce que pendant 30 ans, en fait, cet homme, il a pu continuer à agresser sexuellement et violer des femmes parce que autour, il y avait un silence complet, en fait, très confortable, qui a créé pour lui une sorte d'armure d'impunité parce que il n'y a pas de récit médiatique de cette histoire, il y a rien. Donc, tous ces dysfonctionnements, pour en revenir aux dysfonctionnements de la police, de la justice, et en fait, ils s'intègrent dans ce silence-là. Et c'est pour ça qu'ils peuvent perdurer, je pense. Un silence qui a été d'ailleurs brisé par certaines dans ce récit de 30 ans. Et vous racontez le rôle joué par la mère de ce village, dont le nom m'échappe actuellement. Louvroil. Louvroil, voilà, Annick Matigello. Vous dites la première à avoir appréhendé cette série d'agressions et de vols sous un angle préventif, à tenir compte aussi de l'ampleur de la déflagration psychologique chez les victimes. Qu'est-ce qu'elle a fait ? De quoi elle s'est rendue compte avant les autres ? Et comment elle n'a pas été entendue ? Alors cette femme, Annick Matigello, est une femme extraordinaire, élue communiste du bourg de Louvroil, effectivement. En fait, il se trouve qu'une de ses employées municipales est agressée sexuellement dans un local municipal. Donc évidemment, elle est prévenue
qu'employeur, quoi. Voilà. Et là, elle découvre, en discutant avec les policiers, que d'autres femmes ont été violées exactement de la même manière sur sa commune dans les semaines précédentes, et on n'en avait pas informé. Alors qu'on informe classiquement, en tant que première magistrate, à des histoires de chauffards, de bagarres, de trafic de cambriolage, drogue, voilà, etc. Mais ça, c'est sorti du champ parce qu'on considère que l'agression sexuelle est une agression intime. Mm. Elle sort du champ, on pense que ça l'intéresse, ça ne regarde pas la société, ça ne regarde pas le politique. Et elle, en fait, elle a un réflexe. Alors nous, avec nos yeux de 2023, on trouve ça tout à fait logique, quoi. Il n'y a rien d'extraordinaire là-dedans. Elle se dit, bon, il y a un pervers qui rôde sur ma commune, je vais faire une conférence de presse pour alerter mes administrés. Elle n'est absolument pas au courant de cette histoire de violeur de la Sambre, puisque personne n'est au courant de l'histoire du violeur de la Sambre au départ. Et en fait, ce geste de bon sens qui est de prévenir lui vaut une polémique pas possible au procureur, la menace de poursuite. Et ses camarades élus des autres de la région lui disent qu'elle lui reproche de nuire à l'image de la région. Et c'est-à-dire que la préservation de l'ordre social est plus importante que l'idée de protéger certaines femmes, d'autres femmes de viol, un peu comme dans moi, ça fait un écho très fort à l'inceste. C'est-à-dire qu'on va considérer que la préservation de l'ordre familial va être plus importante que la préservation la prévention en fait, des enfants. Mais d'ailleurs, c'est aussi l'histoire de Dino Scala dans sa famille, c'est-à-dire qu'il y a des soupçons très rapidement dans son cercle très proche qui sont balayés d'un revers de main parce qu'il ne faut pas dire ça, on ne peut pas penser ça, il est impossible qu'il ait fait ces gestes-là. Oui, et lui, effectivement, vient d'une famille incestueuse puisque son père violait ses sœurs. Et la sœur aînée, quand elle l'a dénoncé au sein de la famille, il ne s'est rien passé. Donc, le message qu'on a envoyé à cet homme, dès l'adolescence, en fait, c'est qu'on peut violer, on peut même être dénoncé, il ne se passera rien. Puis ensuite, il a effectivement attaqué au sein de sa propre famille, sa première belle famille. Et les adolescentes, ses belles-sœurs l'ont dénoncé. L'une, on ne l'a pas cru, l'autre, il a été pris sur le fait. Et qu'a-t-on fait ? On a fait un conseil de famille, mais rien. Et donc, le deuxième message, c'est qu'on peut violer soi-même, être dénoncé, il ne se passera rien. Et après, c'est ce qui s'est reproduit lorsqu'il s'est mis à agresser sur voie publique, quoi. Est-ce qu'on ne met pas là le doigt sur ce à quoi ça sert de raconter un peu plus que les faits, l'histoire de ceux qui les ont commis, l'histoire de ceux qui vont être jugés? Oui, tout à Dali fait. Farah. Il y a un proverbe grec qui dit que le malheur est muet. Et je crois que les écrivains, les journalistes, eh bien, ils sont là pour ça aussi. Et là, en tant que femme, je me disais, il y a tellement de points de commun. La violence, elle va nécessairement révéler un désordre. Et l'ordre n'en veut pas. Donc, on va toujours accuser, en fait, finalement, la victime qui va révéler. C'est par elle que vient le désordre. Parce que celui qui commet, lui, il a tout intérêt au silence. Et c'est ça aussi que je raconte dans Retrouver Fiona, c'est que ces violences faites à l'enfance, c'est le socle. Oui, c'est tabou, oui, ça fait peur, oui, c'est désagréable à entendre, oui, c'est pas confortable, oui, c'est malaisant, mais on va continuer à être muet. On va continuer à faire perdurer ça. Ces silences, ces conseils de famille, oui, ça crée un désordre. Ça va créer un désordre. Il va falloir interroger l'éducation, la famille, la manière, le désir d'enfant, etc. Oui, il va falloir. Et puis, regarder chacun, nos enfances, et dire finalement, est-ce que c'est possible de ne pas maltraiter une enfance ? Est-ce qu'il faut une aide à la parentalité ? Je dis dans le livre, personne n'est fait pour être parent. Alice Géraud, pour terminer sur le résultat, ce récit complet, qu'est-ce que vous en attendez une fois qu'il est là, publié comme un livre à disposition de chacun et de chacune? Alors, vous disiez tout à l'heure, j'ai reçu, il y a un des prix que j'ai reçu la semaine dernière, qui est le prix Polar et Justice, et il a été remis par un jury qui était présidé par Dominique Moll, mais qui était composé uniquement de gens de justice, de la chaîne judiciaire, de magistrats, de policiers, de greffiers, d'avocats, et qui m'ont remis ce prix en me disant qu'ils avaient choisi ce livre parce qu'il interrogeait et questionnait leurs pratiques. Et je pouvais pas en attendre mieux. Voilà, tout est dit. Vraiment, j'étais très heureuse que ça puisse permettre de créer un peu de débat et de faire évoluer les choses. Et les choses ont évolué, et évidemment, même s'il faut continuer de les faire évoluer, on l'a bien compris. Alice Géraud, ça s'appelle Sambre, radioscopie d'un fait divers. C'est pas facile à dire, c'est chez Jean-Claude Lattès. Merci beaucoup d'être venu nous parler de votre travail de journaliste et de cette couverture des
des faits divers. Merci beaucoup, Dali Farah. Votre 3e roman, Retrouver Fiona, est publié chez Grasset. Merci d'être venus toutes les deux dans le Merci. Book Club. Merci.